Cosa Vostra. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de la presse au futur pendant laquelle nous allons évoquer les nouvelles stratégies digitales des médias. Je suis François Desfossés, cofondateur de l'agence conseil tech et créative Cosa Vostra et animateur du podcast Mediarama. Pour en parler et échanger sur ce sujet, nous avons aujourd'hui en plateau un panel de haut vol. Alors par ordre alphabétique, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle André, directrice exécutive chez Infopro Digital. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Infopro Digital, c'est un des leaders européens de la presse professionnelle, articulé autour de 3 pôles, un pôle data et business intelligence, un pôle événementiel et un pôle média, avec des marques comme Le Moniteur, la Gazette des Communes, l'Usine Nouvelle et l'Usine Digitale. Nous avons également le plaisir de recevoir Sophie Gourmelin, directrice générale du Parisien. Alors, on ne présente évidemment plus le Parisien, premier quotidien national payant en France, chez qui le digital est évidemment un enjeu majeur. Sophie, bonjour et merci d'être autour de cette table. Bonjour à tous. Merci Sophie. Et enfin, pour compléter ce panel, Claire Léost, directrice générale chez CMI France. Alors CMI France, qui est peut-être un peu moins connu pour ceux qui ne sont pas dans le marché des médias, c'est la filiale française du groupe CMI, Czech Media Invest, créée il y a presque 3 ans, qui regroupe les magazines Elle France, Télé 7 jours, Public, Ici Paris, France Dimanche, Version Femina et Marianne. Claire, bonjour et bienvenue à cette table ronde. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et parler de stratégie digitale, de transformation digitale, un peu de contexte. Le constat est assez implacable en ce début 2021. La presse papier, les lecteurs se tournent de plus en plus vers les formats numériques. On assiste à une réelle érosion des volumes de vente de la presse écrite papier. C'est pas nouveau, mais ça ne fait que s'accélérer, évidemment, l'érosion a été aggravée avec le confinement et la crise du Covid, mais la lame de fond était déjà là. Sans parler évidemment de la crise de la distribution avec Presstalis en 2020, même si malheureusement cette fin était attendue, voire appelée. De nombreuses directions ont dû lancer également des plans de transformation pour pallier la baisse de leur vente papier et renforcer leur présence dans le numérique. Certains ont été accueillis avec méfiance par les rédactions. On a vu récemment à l'équipe les mouvements de grève, d'autres ont entraîné des plans sociaux dans la presse quotidienne régionale qui prend peut-être encore plus de plein fouet la crise du Covid-19. On a vu Paris-Normandie qui a été placée en liquidation judiciaire avec, qu'ils le disent, conséquences directes de l'impact du Covid sur le chiffre d'affaires, d'après la direction du journal. Donc ça, c'est pour le verre à moitié vide. Parce que, comme le veut l'adage qui dit crise, dit aussi opportunité, le verre à moitié plein. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'une transition au long cours pour la presse. Donc la crise du Covid a renforcé le tournant numérique de la presse. Mécaniquement, la fréquentation des sites des médias ont augmenté. Le Monde, plus 129%, 91% pour le Parisien, on pourra en reparler. Les médias qui ont fait le pari du numérique s'en sortent mieux et arrivent mieux que d'autres à tirer leur épingle du jeu. Alors évidemment, même si mes invités font toutes les 3 parties du même écosystème digital, du même écosystème médiatique, elles ont chacune des situations différentes. Presse quotidienne, presse magazine, presse professionnelle. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment les chantiers entrepris, les chantiers que vous avez entrepris, les mutations lancées au Parisien, chez CMI ou chez Infopro Digital ont fait évoluer contenu, stratégie de monétisation et mode de diffusion. On va donc articuler cette table ronde sur ces 3 points principaux et voir quels sont dans vos groupes médias respectifs les paris que vous avez faits qui ont fonctionné en 2020. Alors on va commencer par les types de contenus.
ma question est de savoir quels sont les types de contenus qui ont le mieux résisté et les nouveaux formats que vos rédactions ont pu lancer en 2020. On a vu plein de choses, de mobile, podcast, newsletter. Donc, qu'est-ce qui chez vous a marché? Qu'est-ce que vous aviez tenté qui a marché? On peut peut-être commencer par Claire du groupe CMI France. Alors, déjà, pour ce qui est de la presse magazine, moi, je nuancerais un petit peu votre propos sur le déclin inexorable du papier, puisque ce qu'on a vu pour la presse magazine en 2020, c'est une crise publicitaire, ça c'est très net. Mais on a 3 sources de revenus qui sont donc la publicité, l'abonnement et la vente au numéro. Et on voit que autant il y a eu une crise publicitaire très nette à partir du premier confinement, autant sur les 2 autres sources de revenus, la situation est un peu différente, puisque par exemple les abonnements en presse magazine se portent très bien, y compris sur le print. On a des chiffres d'affaires abonnements qui progressent, donc print et digital tout compris, parce que la période de confinement a été vraiment propice à la prise d'abonnement. Donc il y a un dynamisme vraiment sur cette source de revenus. Le sujet de l'abonnement, de façon générale, qui bénéficie évidemment aux plateformes comme Netflix, à la musique, mais ça bénéficie aussi à la presse en général. Pour ce qui est de la vente au numéro, alors certes, il y a eu la crise de Prestalis, mais si on enlève l'effet de cette crise et l'effet des grèves qui ont suivi, et l'absence des relais qui nous pénalisent évidemment, puisque c'est des points de vente sur lesquels la presse magazine était historiquement très forte. Exactement. Donc si on enlève ces effets-là, en fait, comme les points de vente de presse sont restés ouverts, contrairement à d'autres types de points de vente jugés non essentiels comme les librairies, les ventes sont plutôt stables, voire même elles progressent sur certains segments comme la presse enfant, la presse jeu. Nous, chez CMI, on a des magazines comme Marianne qui sont à plus 10 en vente au numéro cette année. Donc finalement, moi, je ne serais pas aussi pessimiste que vous sur le déclin du papier. Nous, par exemple, on a lancé un magazine au mois de novembre en plein confinement avec Sophie Davant. On en a vendu plus de 150 000, le numéro 2 pareil. Alors, on reviendra justement sur les modèles et c'est intéressant, et c'est bien quand même de rebondir à chaud sur le constat qui est évidemment un peu provocateur, mais qui est à nuancer par maison de presse. Parmi donc chez les magazines CMI sur les contenus, est-ce qu'il y a des contenus qui ont particulièrement résisté à la crise? Pour répondre plus précisément à votre question, nous on a vraiment 2 types de contenus qui ont bien marché pendant le confinement et toute cette année. Il y a tout ce qui est service, donc c'est-à-dire le coaching en ligne, les cours de pilates en ligne, la cuisine, la décoration, tout ce qui était vraiment serviciel et qui aidait notamment les femmes, puisque nous, on a une audience très féminine, à s'organiser à la maison et à gérer cette période. Donc ça, évidemment, ça a cartonné, tout ce qui est service. Et complètement à l'opposé, on a l'information, avec tout ce qui est vraiment polémique sur la gestion de la crise par le gouvernement, la pandémie, les masques, les vaccins. Toute cette information qu'on suit, notamment sur le Marianne et sur Elle, qui là aussi a complètement explosé. Donc on a vu vraiment les 2 tendances, le service et puis l'actualité très chaude avec le rebond sur l'actualité et toutes les polémiques qu'on a connues cette année sur ces différents sujets liés à la pandémie. Donc les contenus vidéo évidemment ont explosé sur les services, les podcasts aussi. Alors après on parlera peut-être de la monétisation, mais en tout cas en termes d'audience, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'audience sur tous ces sujets, vidéo, podcast, contenu chaud. Donc ça a été une année d'audience pour toute la presse. Exactement. Au-delà le paradoxe de baisse des revenus, mais des audiences qui ont un peu explosé, des fréquentations vraiment en hausse. Aux Parisiens, Sophie, vous avez également, donc là, Claire parlait de podcasts, de vidéos. Alors sur le podcast, vous êtes évidemment, il y a Code Source, qui est un podcast qui s'est assez vite imposé d'ailleurs dans le paysage des podcasts qui comptent. Au-delà de ce podcast qui évidemment globalement a explosé en 2020, est-ce que vous avez d'autres types de contenus, newsletters, des lives qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu ou qui ont été lancés par les rédactions justement pour contrer un peu la crise du Covid? Alors, c'est sûr que l'année 2020, ça a été une explosion des audiences sur le numérique. On avait déjà entamé aux Parisiens une lourde réflexion sur la transformation numérique de la rédaction de nos contenus, mais en 2020, on a vraiment accéléré
et on a accéléré parce que les lecteurs étaient là, ils étaient là sur tous les supports, sur le site, sur l'application. Les newsletters, on a lancé très vite une newsletter sur le coronavirus dès le mois de mars, le 5 mars très précisément. On a très vite eu 50 000 inscrits sur la newsletter et ça a fait des audiences incroyables. Donc c'est vrai que on a vraiment vécu cette explosion des services sur le numérique et des produits sur le numérique. Et puis nous, ça s'est doublé d'une réorganisation importante puisqu'on a fait un gros plan qu'on a appelé le Parisien 200 000 où on a revu l'ensemble de l'organisation de la rédaction avec des nouveaux métiers qui seront dédiés au numérique. On a aussi fait partir des journalistes et on a décidé de revoir complètement la façon dont on traitait l'information et notamment l'information locale, puisque vous avez dû le lire, je pense, et l'entendre. On a une dizaine d'agences dans les départements d'Île-de-France avec un certain nombre de journalistes et on s'est rendu compte que l'information locale telle qu'on la faisait ne rencontrait pas son public complètement sur le numérique. Donc, on a changé notre façon de traiter l'information locale pour aller vers des contenus beaucoup plus de long format, beaucoup plus enquêtés, des contenus plus toujours traitant de l'information de l'Île-de-France, mais avec un angle plus global, comme des sujets sur les transports, comme des sujets sur l'immobilier. Voilà. Donc ça a été une grosse transformation sur l'année 2020 et on est en train de le mettre en place là en ce début d'année 2021. Ce qui est paradoxal parce qu'on pourrait croire qu'info locale, ce serait peut-être plus des brèves, des choses un peu moins intéressantes. Donc des longs formats plaisent pour de l'info locale. Ça, c'était absolument. Un de vos enseignements. Et vous parliez de Code Source tout à l'heure. Code Source était un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on a chaque sujet est traité sur 20 minutes à peu près dans Code Source, et ce sont bien souvent des sujets d'information locale, de faits divers qui sont racontés par nos journalistes, et ça intéresse beaucoup les gens, mais sur un format plus long que ce qu'on faisait avant. Très bien, merci Sophie. Et en presse professionnelle, alors c'est donc évidemment la crise impacte différemment, que ce soit sur les annonceurs, que ce soit sur les habitudes de lecture, que ce soit même sur le renseignement. Alors, est-ce que vous avez fait vous une newsletter sur le Covid, parce qu'effectivement donc là le Parisien, Sophie vous en parliez. C'est vrai que j'avais sur un autre exercice vu, il y a eu des dizaines et des dizaines de newsletters sur le Covid avec chacun son angle, plus tech, plus virus. Nice Matin qui l'a fait par exemple pour voir ce qui se passait en Italie. Est-ce que vous, dans la presse professionnelle, chez Infopro Digital, le Covid a été aussi un sujet où les gens avaient besoin sur la réglementation, par exemple? Est-ce que ça a été quelque chose que dans la rédaction s'est emparé? Alors, comme vous le savez, donc nous éditons des plateformes d'information pour des décideurs, des managers, des directions générales, pour les aider à faire leurs choix prospectifs ou à court terme dans leurs décisions professionnelles. Donc, nos lecteurs sont à la recherche d'une information finalement qui est pratique, concrète et directement utile dans l'exercice de leur métier. Ce qui veut dire que, bien évidemment, nous avons traité le Covid, l'impact de la Covid, mais pas dans le suivi en live de l'actualité, comme pour un média grand public, mais vraiment avec de la prise de recul, des angles spécifiques, une information actionnable. Par exemple, pour le monde de la construction, dans le suivi de la reprise des chantiers. Comment préparer la reprise des chantiers, avoir des retours d'expérience sur des chantiers qui avaient repris et comment pour donner des idées à d'autres. Dans le monde des collectivités, avec la Gazette des communes, il y a eu tout un enjeu au départ sur la mise en place du télétravail assez spécifique dans les collectivités. Et là, finalement, le choix de la rédaction a été d'utiliser des formats webinaires qui étaient très adaptés au fait de partager avec des experts et des collectivités les retours d'expérience et de répondre en direct à des questions qui étaient posées de manière beaucoup plus simple et puis directe et anonyme, ce qui permettait que les lecteurs soient un peu moins timides dans les questions qu'ils posaient. Donc, bien entendu, c'était des sujets clés. Je pourrais continuer pour l'assurance. Évidemment, on a eu toutes les polémiques sur l'indemnisation des pertes d'exploitation liées au confinement, avec LSA pour la distribution, mais comme vous l'avez vu, la grande distribution alimentaire
a été un élément clé dans la poursuite de notre vie quotidienne. Donc, il y avait un certain nombre de sujets sur l'approvisionnement, sur les ouvertures de magasins, etc. Donc oui, la Covid a été un sujet d'actualité, en conservant évidemment toujours notre rôle qui est d'angler nos sujets, d'apporter de la valeur très forte à tout ce qui est fait. Et en termes de format, comme je le mentionnais, c'est vraiment, il y a 2 formats qui ont vraiment accéléré à cette occasion-là. Donc le premier, c'est le format des webinaires et des webconf. Bien entendu, nos conférences sont devenues des webconférences, une très grande partie de l'année 2020, par obligation déjà, et puis parce que c'était très adapté au mode de travail de nos lecteurs. Ouais. Et puis les webinaires qui sont des webconférences avec de l'interactivité, ont complètement décollé. On en faisait déjà. On avait déjà une bonne expérience sur les webinaires. Je reparlerai dans la partie monétisation. Mais là, il y a vraiment eu une appropriation éditoriale de ce format-là pour un certain nombre de sujets pour lesquels c'était le format adapté. Et le deuxième format qui s'est fortement développé, c'était l'usage de la data. Bien entendu, parce que ça permettait là aussi d'apporter des éléments très utiles. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un service pour les collectivités, un service éditorialisé qui s'appelle Open Data, à base d'indicateurs pour une aide à la décision. Et évidemment, une brique liée à la Covid a été mise en place très, très vite, ce qui permettait aux 36 000 collectivités en France d'avoir accès à des informations très locales et comparables pour leur territoire. Très clair. Donc des webinaires. Est-ce que sur des podcasts également, il y a des choses que vous avez tenté en 2020, alors que ce soit par rapport à la Covid ou pas, hein, par ailleurs, c'est juste une période un peu d'accélération, etc. Est-ce que sur les podcasts en presse professionnelle, il y a des initiatives, des formats qui marchent? Oui, alors il y a des podcasts qui étaient déjà réalisés, notamment à l'usine digitale, et qui se sont poursuivis. C'est plutôt dans le cadre de la réinvention de l'usine nouvelle qu'on a, sur ce titre-là aujourd'hui, une vraie stratégie en matière de création de podcasts, puisque comme vous le savez, l'usine nouvelle a été entièrement réinventée, que ce soit sur le digital ou le papier, pour apporter encore plus d'enrichissement et de profondeur, et par secteur et par obsession, donc grand enjeu thématique pour le monde de l'industrie, et notamment avec l'ajout de nouveaux formats, dont un podcast sur le Made in France. Ok, très bien. De toute façon, là, les podcasts, c'est vrai que c'est un peu le format dont on ne pouvait pas trop se passer en 2020, en tout cas. Et puisqu'on se transition un petit peu sur la monétisation, pour les médias, j'ai l'impression quand même que le podcast, alors c'est peut-être pas un Eldorado, mais je disais dans le Reuters Institute que dans les prévisions de monétisation, le podcast, il devrait y avoir des revenus qui devraient dépasser le milliard d'euros d'investissement publicitaire. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est plus à la marge. Sur la monétisation, donc on l'a vu, hein, on l'a dit, la publicité est devenue compliquée. En tout cas, les CPM ont un peu fait le yo-yo en 2020. Est-ce que c'est pour autant la fin de ce modèle d'affaires? On sent quand même que la vraie lame de fond autour de l'abonnement, 76% des éditeurs considèrent que l'abonnement, c'est le principal modèle économique. Comment vous monétisez vos contenus? On peut peut-être poursuivre par toi, Isabelle, puisque tu as été un peu en train d'en parler, sur la monétisation et quelque part monétisation de ce contenu, mais monétisation ou source de revenus sur la diversification. Donc, vous faites pas mal de webinaires dont tu parlais. Qu'est-ce qui, en 2020, vous avez mis en place, ou quels sont vos grands axes de revenus en 2020 et 2021? Alors déjà, pour revenir sur nos modèles économiques, sur la partie média du groupe, vous êtes moins impacté en presse pro qu'en presse grand public par rapport aux revenus publicitaires, les annonceurs? Alors, donc, on a évidemment une transformation qui a été engagée il y a fort longtemps. Donc, en France, sur nos médias, notre modèle économique est à moitié-moitié abonnement et revenus publicitaires dans toutes leurs dimensions. Évidemment, dans nos axes stratégiques, on a l'accélération du développement de notre parc d'abonnés et de notre activité abonnement, mais aussi le développement d'une approche à la performance systématique pour nos partenaires annonceurs et la digitalisation ou l'hybridation plutôt de nos événements, puisque nous croyons beaucoup au retour des rencontres physiques, quand nous avons pu en faire
entre l'été et fin octobre, elles ont été saluées et tout le monde était très content de se retrouver. Ouais, je pense que tout le monde avait envie de ressortir à ce moment-là, c'est clair. Ce que l'on a bien appris à faire en 2020, c'est à augmenter l'expérience d'une rencontre physique par du digital. Et donc, c'est vraiment l'hybridation des événements qui fait partie des axes stratégiques. Sur la partie abonnement, on a un parc d'abonnés qui se comporte bien, qui continue à grandir. L'exemple que je vous donnais sur l'usine digitale, avec un enrichissement de l'offre, des services qui sont proposés pour avoir des contenus encore plus actionnables et qui répondent complètement aux besoins de nos lecteurs, se poursuit. Notre parc d'abonnés a augmenté de 7% en 2020, il va se poursuivre en 2021. Nous, on raisonne vraiment plateforme d'information au global. Le digital est clé. Il n'y a pas d'abonné pur papier, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est le même tarif. Un abonné qui veut recevoir le journal le reçoit, mais il est de toute façon abonné à la plateforme digitale. Et nous fermons, j'y reviendrai tout à l'heure, 70% de nos contenus à minima. Donc, de toute façon, pour accéder vraiment à notre offre, il faut être abonné. Quand tu dis fermé, c'est derrière un paywall, c'est ce que tu veux dire. Exactement, derrière un paywall. Pour nos partenaires annonceurs, je parlais d'approche systématique, d'approche à la performance systématique. En 2020, nous, on a une publicité digitale au global qui s'est très bien comportée puisqu'on est en croissance de 14%. Bien entendu, nos revenus publicitaires print ont décru. Nos revenus publicitaires de sponsoring d'événements ont décru aussi parce qu'on a quand même un certain nombre d'événements que nous n'avons pas pu faire ou vraiment dû transformer à la dernière minute. Mais globalement, on s'est bien comporté, y compris sur la réinvention de nos événements. Et nous avons réussi puisque nous avons un panel de solutions qui va vraiment de la notoriété à la génération de leads, à répondre aux besoins des annonceurs. Quand je dis d'être vraiment focalisé sur la performance, et y compris quand le besoin est de la notoriété ou de la visibilité, c'est vraiment dans la manière de le délivrer et d'être orienté sur cette performance qui nous permet de tenir nos tarifs et d'avoir un retour pour l'annonceur qui soit vraiment utile et de bien travailler sur nos 14 millions de points de contact mensuels avec des décideurs, des dirigeants, dont une grosse partie sont exclusifs, à la meilleure stratégie tactique pour eux, pour répondre à leurs besoins. Et donc là aussi, c'était l'année du webinaire, comme je le disais, de la digitalisation des événements et puis de la génération de leads. Juste 2 chiffres, on a réalisé sur nos marques médias plus de 200 webinaires ou webconf. On a généré plus de 100 000 opportunités d'affaires, donc des leads, que ce soit des leads marketing ou des leads SQL, des leads de vente, qui sont déjà encore plus précis sur nos marques médias. Alors même efficacité entre le virtuel et l'événement physique, vous arrivez au même nombre de leads, le même ROI sur le lead. Là, c'est par curiosité, mais on voit donc tous ces événements et donc vous avez réussi, tu le dis, à organiser en last minute, transformer des événements physiques en événements virtuels. Est-ce que tu as les mêmes résultats? Les gens assistent autant? C'est pour vous, c'est juste une transformation très naturelle, ou est-ce que vous cherchez encore un peu le modèle? Non, on a des audiences et des visitorats plus forts sur nos événements hybrides ou 100% digitalisés. Quand je dis que ça ne remplace pas pour moi la rencontre physique, c'est que la rencontre en virtuel n'est quand même pas exactement la même que la rencontre en physique. Elles sont complémentaires ou en tout cas différentes pour développer son business. À un moment, c'est quand même bien de se rencontrer. Et nous, on apporte aussi des éléments évidemment de développement de business à nos clients. Mais la génération de leads, c'est très bien comporté. Et puis, les prises de parole, évidemment, lors de webconférences, ont permis d'atteindre des audiences très, très fortes. Okay. Donc, nos partenaires annonceurs ont été tout à fait satisfaits. Top, merci Isabelle. Claire, chez CMI France, monétisation, diversification, vous l'évoquiez un peu en préambule. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou quelle est un peu votre stratégie de monétisation et de diversification en 2020 et donc maintenant 2021 ? Alors, ce qu'il faut voir sur la presse féminine, donc c'est vrai pour elle, mais c'est vrai aussi pour nos concurrents, c'est que 80% de nos revenus sont publicitaires. Donc, c'est un modèle qui fonctionnait très bien dans le passé. On allait chercher des audiences... plus on avait d'audience, plus on avait de revenus. Voilà, des audiences assez massives, financées par la publicité. Donc, ça fonctionnait très bien. Et on a vu dans une année comme 2020, où les annonceurs... Voilà, on a vu que la publicité, c'était extrêmement volatile et que donc, si on dépendait que d'une source de revenus, c'était extrêmement compliqué, extrêmement fragile.
Donc, on a regardé ce que faisaient nos confrères de la presse quotidienne française et avant eux américaine, donc ce modèle du paywall. Et donc, on a vraiment changé de stratégie pour aller mettre en place sur Elle un paywall, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, autant sur la presse quotidienne, il y a un chemin qui a été tracé par la presse américaine, on sait que c'est un succès, il y a une récurrence quotidienne, il y a un nombre de journalistes qui permettent de créer beaucoup de contenu. Autant sur la presse féminine, il n'y a pas d'exemple au monde de succès d'un paywall qui soit un succès, donc c'est un vrai pari. Et ça nécessite une transformation en profondeur de la rédaction, de la façon dont on produit des contenus, des types de contenus qu'on produit. Donc ça a nécessité vraiment dans toute l'année 2020 un énorme chantier éditorial et un changement culturel parce que c'était pas du tout notre logique. Nous, on allait chercher des audiences massives en gratuit et il a fallu complètement changer notre façon de travailler. Mais l'idée est bien d'avoir deux sources de revenus, la publicité évidemment parce que ça reste quand même notre source numéro 1, mais d'aller chercher aussi des abonnés digitaux. Et ce qui est non pas paradoxal, mais qui doit être des arbitrages un peu au quotidien, puisque évidemment, plus vous mettez de paywall, moins vous avez d'audience mécaniquement, parce que si c'est payant, il y a moins de gens qui vont y accéder. Donc, quelque part, moins d'impression, moins de publicité. C'est quoi? Vous savez à un moment donné qu'en allant sur ce chemin-là, vous allez baisser mécaniquement vos revenus publicitaires, mais c'est pour le meilleur demain, parce que si vous avez des abonnés avec un business plus pérenne, comment vous arbitrez un peu au quotidien pour pas non plus trop abîmer cette ligne de revenus publicitaires? Alors en fait, les informations qu'on a de la navigation de nos internautes grâce à la data nous permettent vraiment d'avoir une stratégie différente pour chaque client. Donc par exemple, un internaute qui revient tout le temps sur le site, on va plus lui pousser une offre paywall parce qu'on sait qu'il est très fidèle et donc il va basculer vers le paywall. À l'opposé, quelqu'un qui vient de façon très occasionnelle, on va l'exposer plus à de la publicité, puisque lui, on va avoir du mal à le capter en paywall. Quelqu'un qui vient de façon régulière, on va peut-être l'abonner à une newsletter pour essayer de le fidéliser et ensuite l'abonner à un paywall. Donc, on a vraiment une stratégie différente selon les segments de population et on essaie effectivement de mener à bien les deux stratégies en parallèle, l'exposition à la publicité et le recrutement d'abonnés. Donc, ça demande une connaissance client très fine et je sais que c'est un sujet dont on va parler aussi. Mais c'est évidemment ça demande une agilité et de pousser des offres différentes selon les... Et une maîtrise de la data un peu en temps réel, et puis les paywalls dynamiques, effectivement, ça on peut en parler un petit peu après. Au-delà donc du modèle payant publicitaire sur la diversification, Isabelle parlait d'événements. Est-ce que vous avez mis en place, alors est-ce que dans la diversification, on peut faire du e-commerce, on peut faire de l'affiliation, on peut faire, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous avez tenté d'autres initiatives, d'autres produits que vous auriez sortis qui vous permettent assez complémentaires sans perdre évidemment votre ADN? Alors sur les événements, oui, ça fait longtemps qu'on fait des événements, donc plus sur la marque Elle, destinée aux femmes, sur les sujets comme les carrières des femmes, la santé, le green, tous ces sujets. Donc on fait beaucoup d'événements financés par les annonceurs. Donc cette année, évidemment, la plupart ont basculé en digital. Donc c'est un modèle qui est intéressant en chiffre d'affaires. Après, sur la rentabilité, il y a quand même une limite qui est que chez nous, en tout cas, c'est fait de façon assez artisanale. C'est-à-dire qu'on a du mal à industrialiser ces modèles. Donc ça veut dire en face des coûts pour qu'il y ait une qualité vraiment qui soit au rendez-vous. Ce sont les annonceurs qu'on a dans nos journaux qui financent aussi ces événements. Donc ils ont la même exigence sur la qualité de ce qui est proposé, la qualité des intervenants, la qualité des lieux, de la scénographie. Donc, c'est vrai que c'est des modèles assez artisanaux, c'est un peu de la haute couture. Donc, parfois, c'est pas évident d'en faire vraiment une cash machine. Instantanément. Après, faut mesurer derrière, l'image de ce que vous avez pu faire, comment vous pouvez le répliquer. Donc, c'est intéressant, c'est beau, mais voilà, ça nécessite de l'investissement, du savoir-faire, pas forcément évident. Et sur le e-commerce, alors là, c'est un peu l'inverse. Sur le e-commerce, effectivement, nous, on est allé sur le business des box, qui fonctionne très bien, et là, pour le coup, est un modèle totalement industriel, avec du marketing, de la logistique, et c'est vrai que ça, c'est un modèle intéressant, je pense, notamment pour les marques féminines, puisque à partir du moment où on a des gros bassins d'audience, on peut aller capter des clientes
sur c'est de l'abonnement aussi, la box. Ouais, c'est de l'abonnement, c'est exactement. Avec sur la consommation régulière grâce à nos marques qui sont prescriptrices. Donc ça, c'est un modèle oui, puis assez vertueux avec les industrialisé. annonceurs, parce que effectivement dans les box on peut mettre des produits, des échantillons, des cadeaux, etc. Et vis-à-vis des annonceurs, c'est voilà, c'est une espèce de double effet qui se coule où on peut vendre et en plus peut-être faire des opérations commerciales avec des annonceurs sans ces box. Sophie, au Parisien, donc même question sur la monétisation, un peu cet arbitrage de gratuit, payant. Bon, j'imagine que voilà le recrutement d'abonnés est une grande priorité, mais qu'est-ce que vous avez mis en place en parallèle sur la diversification au Parisien ? Alors, juste d'abord sur l'abonnement numérique, c'est cette stratégie de faire de l'abonnement payant sur le Parisien est relativement récente puisqu'on a démarré cette stratégie vraiment complètement en 2018 et vraiment, je dirais, on a poussé les curseurs cette année en mettant un certain nombre de nos contenus. On a maintenant 30% de nos contenus qui sont derrière un paywall, donc qui sont accessibles que si vous êtes abonné. Et pour nous, c'était une évidence qu'il fallait sur le digital avoir plusieurs sources de revenus et pas uniquement une source de revenus publicitaire qui a tendance à baisser. Donc d'avoir l'abonnement numérique de façon claire. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et ce que tu disais Claire aussi, nous on n'a pas vu de baisse des audiences avec la mise en place du premium. C'est-à-dire qu'on a maintenant 30%, même plus de 30% de nos papiers qui sont en premium et pour autant les audiences du Parisien sont en progression par rapport à l'année dernière. Donc on a réussi à maintenir l'audience tout en fermant une partie de nos contenus. Et je pense que on n'est pas le seul site à avoir réussi ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre une stratégie d'abonnement payante et une baisse des audiences. Donc, on a, nous, sur le digital, on a 3 sources de revenus importantes. Donc, l'abonnement, je l'ai dit. La publicité, bien évidemment, avec, comme tout le monde, le programmatique. Et on essaye de développer aussi l'inventaire vidéo qui se pub très bien par rapport à du display classique. Donc, on est monté en puissance cette année puisque maintenant, on fait 30 millions de vidéos vues par mois sur le Parisien. Donc, ça commence à être une audience intéressante. On a aussi, nous, développé beaucoup les grands programmes avec la régie publicitaire donc qui permettent à des annonceurs de s'exprimer. Alors là, pour le coup, c'est plus des couplages journal, print et numérique, mais d'avoir une prise de parole sur le site ou dans le journal et ça a plutôt bien résisté en 2020 par rapport à l'ensemble de la publicité. Et la troisième brique qui maintenant compte pas mal dans notre chiffre d'affaires, c'est le content to commerce qu'on a développé avec le guide shopping qui a été lancé il y a maintenant 2 ans. Et alors là, évidemment, en 2020, les gens ayant beaucoup plus commandé sur Internet, on a vu une explosion du chiffre d'affaires. On a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le guide shopping c'est un vrai succès. C'est un endroit où donc le modèle économique c'est simple. Hein, on produit du contenu. Alors c'est pas fait par la rédaction du Parisien. Hein, on produit du contenu et on vend des leads à des marques ou à des sites d'e-commerce. Et ça fonctionne très très bien et ça a vraiment explosé en 2020. D'accord, donc c'est pas vraiment de l'affiliation dans le sens où c'est pas un lien affilié, la personne va acheter et vous avez une com, c'est du lead, c'est-à-dire que et comment vous qualifiez ce lead, comment vous savez que la personne en lisant est intéressée par tel et tel produit, Alors, on a des deals hein, avec des plateformes de e-commerce pour ne pas les citer, Amazon, Cdiscount, etc. Et eux achètent un contact qualifié puisque dans le guide shopping il y a l'article, mais il y a aussi la mise en avant des produits. Des différentes plateformes. Okay. Donc c'est sur ça qu'on est rémunéré. Et alors vous disiez justement c'est pas fait par la rédaction parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse toujours dans ces e-commerce, c'est pour avoir un peu regardé ce qui marche bien, c'est quand justement c'est très intégré dans le contenu et voire endorsé par la rédaction. Les échecs qu'on a pu voir ces dernières années lors des marketplaces, il y en a eu plein, je vais pas les citer pour ceux qui n'ont pas marché, mais souvent c'est parce que c'est fait un peu sur le côté, c'est pas qu'on a un peu honte, etc., mais pas loin. Vous, vis-à-vis de la rédaction, alors là c'est la recommandation de produits, c'est peut-être un peu plus simple, mais c'est vraiment 2 activités séparées. C'est vraiment 2 activités séparées.
Ouais, et si vous allez sur le site, on assume parfaitement cela. Chaque article, c'est très clairement exprimé que cet article n'a pas été réalisé par la rédaction. Ceci étant, on utilise les codes du Parisien. C'est intégré sur le site du Parisien, c'est pas caché, voilà. Mais on assume parfaitement le fait que ce soit pas réalisé par la rédaction du Parisien. D'accord. Et ça pourrait être le cas demain. Enfin là, je pose la question. Moi, ça me paraît assez bien parce qu'en fait, la réalité économique, elle est là. Et je suis pas journaliste évidemment, mais non, ça reste des discussions. Non, je pense que ça compliquées. pourrait pas être le cas. Ça pourrait pas être le cas. Non, je pense que ce serait trop compliqué et c'est des. En tout cas, chez nous, c'est on essaye de garder. Enfin, on a aussi un service économie au sein du Parisien qui traite des sujets sur le pouvoir d'achat, par exemple, et qui va traiter de façon très libre d'un service ou d'un produit et on pourrait pas avoir gardé cette liberté de ton qu'il faut, je pense, avoir quand on est quand on informe les lecteurs et quand on est une rédaction comme celle du Parisien, et par ailleurs servir le e-commerce. Donc, je pense que ça doit rester séparé. À suivre. Isabelle, tu veux l'intervenir? Ouais, vas-y, Isabelle. Pour rebondir là-dessus, parce que donc nous, on génère en effet aussi beaucoup de leads pour nos clients. Ce que je disais tout à l'heure, sur les marques médias, c'était 100 000 cette année, mais 3 millions si on prend toutes nos activités, y compris Marketplace. Il me semble absolument clé, en effet, de bien garder les frontières et que les rédactions ne soient pas du tout associées à la rédaction de contenu pour des partenaires. Enfin, c'est le b.a.-ba du journalisme, parce que sinon, les contrats de lecture ne seront pas respectés. Absolument. Donc, si on veut garder la confiance de nos lecteurs, on doit respecter le contrat de lecture. C'est pas pour faire plaisir en interne, hein, c'est juste que c'est bien sûr, c'est au cœur de la promesse de nos produits. Donc voilà, nous on est vraiment très attachés à cela. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que passer beaucoup plus de contenu derrière un paywall ne signifie pas en effet une baisse d'audience. Hein. Historiquement, moi, dans des expériences précédentes, je l'avais fait. C'était au Monde, très notamment. Bien. Voilà. Et chez Infopro Digital, on est passé de 30% de contenu fermé à plus de 70%, ce que je disais, 70 à 80% sur la plupart de nos sites. Et pourtant, on continue à avoir des croissances d'audience de 20% par an. Donc, encore une fois, tout dépend de quels sont les angles, qu'est-ce qu'on choisit de traiter comme sujet, est-ce que c'est très utile à nos lecteurs, comment on optimise quand même les techniques web et notamment le SEO par ailleurs. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte pour réussir à continuer à croître en audience tout en fermant des contenus. Ouais. Très clair, merci pour ces précisions pour Infopro Digital. Mais effectivement, je provoque un petit peu sur ces histoires parce que c'est des sujets qui reviennent souvent et on voit que pour le succès, il faut que ce soit intégré au moins dans l'UX. Alors évidemment, faire travailler des journalistes et leur faire des là-dessus, je comprends que ce soit compliqué. Évidemment, c'est même pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas une question compliquée, c'est que nous, on ne souhaite pas. C'est important comme éditeur, éditeur, on ne souhaite pas toucher au contrat de lecture. Le contrat de lecture, c'est la clé de la promesse. Sinon, à terme, on aura un souci. On aura un souci de modèle. Quelle sera notre promesse ? Je l'entends bien. Après, ça, c'est même pas un avis perso. C'est juste sur la viabilité un peu économique où il y a pas mal de choses à faire. Et c'est des sujets qu'on voit aussi, par exemple, dans les podcasts sur comment monétiser un podcast, que ce soit du host read, donc lu par le hôte, mais donc ça veut dire que celui qui fait le podcast lit une annonce et peut être mal à l'aise. Et on sait que c'est beaucoup plus rentable en termes de CPM que de la programmatique. Donc, c'est ces sujets-là qui m'intéressent et où on met le curseur, voilà, entre le contrat de lecture et le modèle économique et la nécessité d'avoir une rentabilité dans le média. C'est pas vraiment le débat de table ronde. Claire, vous vouliez intervenir là-dessus? Parce que nous, on a une vision un peu différente parce que nous, dans la presse féminine, la publicité fait partie du contrat de lecture. Donc, nous, toute la journée, on recommande des chaussures, des sacs à main. Donc, ça nous pose aucun problème de les recommander. En revanche, le problème, c'est pas un problème éditorial, c'est un problème marketing, c'est-à-dire que nos lectrices, quand elles sont dans un environnement média, elles viennent consommer du média, elles viennent pas faire du shopping. Et donc, vous aurez beau leur mettre tous les articles que vous voudrez avec la recommandation du produit X ou Y, les taux de clics sont mauvais parce que c'est une expérience différente et que quand elles veulent faire du shopping, elles sont dans une expérience shopping, elles vont dans des sites shopping. Donc, nous, on a dissocié les deux. Pas du tout pour des raisons éditoriales ou de complexe ou de pudeur ou je ne sais quoi, parce que vraiment les taux de clics sur les sites médias n'étaient pas satisfaisants. Donc toute la partie shopping, elle se fait ailleurs, elle se fait via des newsletters
dédiée au shopping, elle se fait via des emailing shopping. Mais pour nous, c'est vraiment 2 expériences différentes. Et l'idée qu'on pourrait agréger sur un site média une expérience média et shopping, nous, après avoir fait des tests dans tous les sens, on a plutôt... Oui, c'est pas une intuition, c'est de la data qui vous avait fait dire que ça marchait pas et que c'était... Exactement. Et je le comprends, en fait, parce que moi-même, en tant qu'utilisatrice, quand je consomme du média, je consomme du média. Et quand j'ai besoin d'acheter une paire de chaussures ou un sac ou je ne sais quoi, c'est une toute autre démarche. Mais l'idée que je vais sur un site média et hop, j'ai envie d'acheter une paire de chaussures, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Donc, on a du coup dissocié vraiment les deux. Ok, c'est intéressant et merci de ce point de vue. Effectivement, presse magazine, presse féminine, c'est pas les mêmes réflexes et c'est pas les mêmes modèles que presse pro ou presse d'information politique générale en l'occurrence pour le Parisien. On ne parle plus de presse pro pour nous, merci. Non, pardon, exactement, de plateformes d'information. Médias B2B, médias professionnels. Et je précise aussi que le guide shopping n'est pas intégré dans les articles du Parisien. C'est-à-dire que je partage ce que vient de dire Claire. Quand ils viennent sur le parisien.fr, ils viennent chercher de l'information et ils pensent pas à s'acheter une cafetière électrique donc c'est aussi des univers différents. Je partage tout à fait le point de Claire. C'est pas intégré dans un article en insert. Évidemment, c'est bien de préciser, ça fera un peu sapin de Noël. Dernière question sur alors parce que le temps passe vite, c'était un sujet qui était a priori assez intéressant sur la diversification, mais sur le mode de diffusion, la relation à l'abonné. Je voulais savoir un peu où vous en étiez de votre... Parce qu'on voit de plus en plus, on a envie que la consommation de ces médias se fasse dans son écosystème, dans un environnement logué, qui est une des, pas de tendance, mais des grands enjeux pour les éditeurs 2020. On en a parlé toute l'année. Je pense qu'en 2021, ça va être en haut de la pile versus la diffusion sur d'autres plateformes. On va pas revenir sur tous les problèmes qu'il y a avec les plateformes, les GAFAM, etc., qui malgré tout apportent de l'audience. Où vous en êtes, vous, par rapport à ça? Donc, la diffusion en dehors ou en interne et l'environnement logué, la nécessité d'avoir une maîtrise de son écosystème et de la data. Sophie, justement, vous parliez, la parole. Sur ce sujet-là, je dirais que nous, on va faire les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas mettre nos contenus sur des plateformes externes, type Facebook, Instagram, Snapchat, etc., parce que nos lecteurs sont là et nous lisent là. Donc, on n'a pas vocation de s'affranchir de ces plateformes-là. En revanche, ce que l'on fait, c'est que l'on distribue aussi des contenus payants. Donc, à partir du moment où ils veulent lire un papier, ils reviennent sur notre plateforme et dans ces cas-là, ils s'abonnent ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Et sur le deuxième point, le log, effectivement, va devenir une priorité dans notre écosystème. C'est un sujet qu'on a peu travaillé, j'avoue, nous sur quand je dis nous, je pense que c'est l'ensemble du marché média. Il y a eu ces initiatives dont on a été aussi du geste du pass média avec une mise en place qui doit se faire, qui a commencé à se faire à l'équipe, qui doit se faire chez nous au premier semestre. J'avoue qu'on a tous pris un peu de retard parce qu'on a tous eu d'autres enjeux et d'autres sujets qui nous ont préoccupés sur l'année 2020, mais c'est une vraie préoccupation d'avoir davantage d'internautes logués, ne serait-ce que parce que avec les nouvelles réglementations CNIL, RGPD, on va avoir du mal sinon à connaître nos internautes et je dirais même pas que dans une logique publicitaire, même dans une logique de compréhension de la navigation et de ce que font nos internautes et de la lecture des contenus chez nous. Donc, pour nous, ça devient effectivement un axe prioritaire. Est-ce qu'on y arrivera dans le cadre du pass média qui agrège plusieurs médias? Moi, je le souhaite, mais il faut qu'on soit nombreux à le faire. Voilà. Donc, intégration de pass média au Parisien premier semestre de cette année. On va essayer, ouais. C'est dans la roadmap digitale. Bon, on suivra ça. Claire, chez CMI France, alors pass média ou pas pass média, mais en tout cas l'importance du log, la maîtrise de son écosystème. Vous en parliez tout à l'heure. Voilà, vous suivez de près la data de vos utilisateurs, savoir si vous leur servez un article ouvert, fermé, etc. C'est un enjeu clé. Oui, alors nous, c'est un peu la même réponse que Sophie. En fait, on privilégie évidemment la relation directe avec nos audiences.
pour garder la maîtrise de nos data, de la relation client, de la connaissance client, et encore plus avec ce sujet du paywall, où effectivement, on doit être capable d'exposer nos internautes à différentes offres, paywall, publicité, e-commerce, services, selon leur comportement. Donc, c'est absolument clé qu'on maîtrise cette data. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne néglige pas pour autant les plateformes qui sont des carrefours d'audience et qui nous permettent d'aller chercher des audiences que nous, on ne saurait pas atteindre nous-mêmes. Par exemple, Elle sur Snapchat, qu'on est en train de développer, ça nous permet de toucher une cible avec des formats différents, des formats nouveaux, et une cible que nous, on ne saurait pas toucher nativement. Donc, c'est vrai que je ferai un peu la même réponse que Sophie, c'est les deux, en fait. C'est maîtrise de notre data, et quand c'est pas possible, quand on ne sait pas faire, à ce moment-là, on s'associe à des plateformes pour aller chercher de l'audience. Et sur la question du log, donc nous, évidemment, on est aussi dans l'expérience Pass Média. Et je pense que c'est clé, notamment vis-à-vis des GAFA, en fait, d'avoir notre destin de s'allier, de garder notre destin en main plutôt que de se mettre dans les mains de Google ou de Facebook. C'est une façon de garantir notre autonomie et notre liberté pour demain. Donc intégration de Pass Média aussi en 2021 ? Absolument, oui. Bon, top. Et donc dans Média B2B, je fais plus l'erreur de dire info. Est-ce que vous avez le même enjeu de data ou de relation aux plateformes externes comment vous vivez ça ? Ah oui, forcément. Non, mais on a tous les mêmes enjeux là-dessus, c'est-à-dire avoir la relation directe avec les abonnés, ce qui n'empêche absolument pas de travailler à l'acquisition de nouveaux lecteurs et donc à la diffusion sur des plateformes tierces de titres ou d'une partie de nos sujets qui permettent de ramener des nouveaux lecteurs chez nous. Mais vraiment, la maîtrise de la data, la maîtrise de la relation abonnée est absolument au cœur de la stratégie. C'est pour ça que nous n'avons pas été dans des kiosques numériques, par exemple, et que donc nos contenus payants ne sont jamais accessibles intégralement ailleurs que chez nous. Je pense que ça, c'est vraiment important de conserver cela, à la fois pour avoir une expérience complète pour nos abonnés, puisque là où ils auront, ce que je vous disais tout à l'heure, on développe énormément de contenus et de services éditorialisés réservés à nos abonnés. Donc, pour qu'ils aient accès à l'intégralité, ça se passe chez nous, en fait. Et comme vous le savez, dans les médias, on peut avoir des intermédiaires qui vont chercher des abonnés, qui sont des agrégateurs notamment. Mais en fait, des agrégateurs ne savent pas gérer cela. Donc, en fait, un agrégateur va pousser encore des offres qui ne sont pas complètes. En fait, ils ne savent pas vendre pour nous une offre qui comprend du digital et du print. Oui, ils sont très habitués Ils ne sont pas organisés comme cela, ils n'ont pas les compétences pour cela. Donc, la data est clé, le fait de gérer directement nos abonnés est clé. Nous avons des grosses audiences exclusives, 35 à 40% de nos audiences sont exclusives, donc ça fait partie d'un point clé dans notre valeur. Nous souhaitons les garder. Et pour ce qui est de l'accès au pass, à Pass Média, nous, c'est un peu particulier parce que nos abonnés et nos inscrits aussi s'identifient avec des mails pro, des mails professionnels forcément, qui sont liés au poste qu'ils ont pendant un temps dans une entreprise donnée. Et donc, l'abonnement, en fait, est pris par l'entreprise pour un poste donné. Et donc, si la personne a une mobilité, ça va être un autre login mot de passe. Donc, ouais. On est sur quelque chose d'assez spécifique. Et avec peu de recouvrement, donc même entre nos titres, aujourd'hui, on n'a pas d'identifiant unique. On verra si on le fait, parce que finalement, on a assez peu de lecteurs communs. Donc finalement, l'identifiant unique. Oui, avoir un SSO sur l'ensemble de nos titres n'a pas. On aurait 2% entre deux titres. Et alors, si on prend l'ensemble de nos titres, 0% de nos lecteurs. Donc voilà. Donc on n'est pas exactement sur la même problématique sur cette partie-là. D'accord. Mais l'importance de l'écosystème, même si c'est évident, c'est bon de le rappeler, c'est l'enjeu, quoi. Merci pour mesdames pour ces réponses, ce bilan de 2020. Peut-être avant de nous quitter, j'aurais aimé reprendre ma question de départ qui était sur vos paris 2020 que vous avez pu faire. Est-ce qu'en une minute on peut se projeter et puis je peux vous demander vos prédictions médias pour 2021 ou les paris que vous faites pour 2021, alors qu'ils soient les plus fous ou une confirmation de ce que vous avez fait en 2020 et l'espoir que ça s'accentue.
Isabelle, je te relaisse la parole sur une prédiction média 2020 ou un pari que vous faites en 2021, chez Infopro Digital. Bon, prédiction ou pari, je ne sais pas. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le développement des abonnements se poursuit et notre pari, c'est évidemment qu'en 2021, ça va se poursuivre et s'accélérer. Je disais aussi tout à l'heure que sur la partie publicité, on fait beaucoup d'innovations sur le digital et on a aussi beaucoup développé ce que propose l'agence Stories. Et là aussi, on va avoir une grande montée en puissance de tout ce qui sera fait. Et les deux mots, c'est vraiment qualité, innovation et retrouvons-nous physiquement, collectivement pour travailler parce que ça change quand même la manière de travailler. Ouais, Et donc au plus vite que les équipes puissent retravailler autour des mêmes tables. Je pense que c'est clé aussi pour la suite et pour ce qu'on va inventer pour la suite en fait. On a réussi à s'adapter, à être agile, à inventer à distance, mais dans la durée, je pense que c'est quand même plus compliqué. Ça va être l'enjeu, c'est clair. Sophie, aux Parisiens. Nous, c'est clairement de continuer le développement de l'abonnement numérique et puis de gagner le pari qu'un média d'information locale comme le Parisien peut vendre du contenu sur le numérique, ce qui était un grand pari puisqu'il n'y a pas beaucoup non plus de médias, si je regarde dans le monde, qui sont de médias d'information locale, j'entends, qui sont capables de craquer le modèle. Donc, on est encore au démarrage, mais on sent qu'il y a des choses positives qui sont en train de se passer. Donc, moi, ça me rend confiante. Et le deuxième point, je dirais de façon plus générale, c'est, je pense que les Français vont continuer à consommer de l'information de marques médias dans lesquelles ils ont confiance. On l'a démontré en 2020. Je fais référence au sondage de La Croix qui a été fait sur les médias. Et j'espère qu'on pourra continuer à honorer cette confiance des Français et qu'on continuera notre métier d'information de façon la plus indépendante possible. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas nous aux Parisiens, qui nous tient beaucoup à cœur. Merci d'avoir se rappelé le sondage, effectivement. C'est une bonne nouvelle quand même sur la confiance des Français. C'est une bonne nouvelle, oui. Qui remonte, c'est clair. Et on revient de loin. Oui, c'est clair. Je l'avais dit, c'est vraiment une bonne nouvelle. Claire, pour conclure, voilà, je t'ai mis un pari. Alors, évidemment, j'en ai un peu parlé, mais il y a le pari de réussir une offre d'abonnement en ligne pour la presse féminine, ce qui n'existe pas et donc ce qui est un vrai pari pour le coup. Donc là, c'est vraiment notre objectif de l'année. Et puis ensuite, on a beaucoup de lancements, que ce soit print ou digital, dans nos cartons, beaucoup de nouveaux projets. Donc l'autre pari, c'est réussir à se démarquer par la singularité de nos contenus, de nos propositions, faire entendre notre voix. Et on pense que plus on se singularise, plus on a des contenus différenciants, originaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de beaucoup de contenus, on a parlé beaucoup de tuyaux, mais finalement, notre métier, c'est quand même de produire des contenus qui surprennent et qui sont différenciants. Donc voilà, je fais le pari aussi que exactement. C'est très clair. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette table ronde. Merci à toutes les trois pour vos réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de bonnes idées à retenir, de challenge pour vous. Ça va être une grande année 2021. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et retrouvez-nous sur le stand de Cosa Vostra si vous voulez en savoir plus. Merci. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.